Après le Togo, l'événement exclusif Mon Carnet débarque à Abidjan. Ce samedi 26 octobre à l'hôtel Palm Club, préparez-vous à rencontrer les esprits les plus brillants du monde des affaires. Rejoignez-nous pour une soirée de réseautage inégalé, d'échanges d'idées stimulantes et de collaboration stratégique. Une opportunité rare où toutes les portes s'ouvrent pour ceux qui osent saisir leur chance. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable, est une véritable source d'inspiration et un levier de croissance pour votre entreprise. Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à élargir votre réseau professionnel. Soyez avec nous ce samedi 26 octobre 2024 à l'hôtel Palm Club d'Abidjan. Pour réserver votre place, contactez-nous au +225 05 45 90 61 00, +228 92 33 93 69 ou au +229 99 16 23 21. Ouvrez les portes fermées aux autres avec Mon Carnet. Bonjour à toutes et à tous et merci quand même de nous choisir pour ce nouveau numéro de votre émission Ça discute. Aujourd'hui nous serons dans la région des Plateaux, précisément à Dacha. Là il se trouve un hôpital dénommé Saint-Joseph, un hôpital qui fait aujourd'hui objet de dénonciation de la part d'une association OPS Afrique, Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Le communiqué de cette association parle de trafic de sang. De quoi il s'agit concrètement? C'est raison pour laquelle le président de cette association est avec moi dans cette émission. Vous le connaissez déjà sur nos antennes, puisqu'il est là en figure bien sûr d'une émission, mais il nous revient avec une nouvelle casquette. Nous parlons de Ricardo Agouzou. Bienvenue. Bonjour, cher Herman. Merci de nous avoir invités. Très bien. Bon, c'est votre maison. Un petit retour, mais avec cette nouvelle casquette, président d'une association dénommée, on rappelle, OPS, Observatoire pour la promotion de la santé. Concrètement à Dacha, à Saint-Joseph, de quoi il s'agit? Parce qu'il y a un communiqué qui nous explique un peu ce qu'on appelle trafic de sang. Et dans ce communiqué, vous avez signifié que vous avez déjà même saisi le ministre en charge de la santé sur ce sujet. Parlez-nous-en concrètement de ce sujet. Alors, ce qui se passe à l'hôpital Saint-Joseph de Dacha aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est ce qui se passe dans presque toutes les formations sanitaires ici au Togo comme en Afrique. Il s'agit là de la corruption, d'un degré très élevé de la corruption dans le secteur de la santé. Précisément à Dacha, en effet, remonte au 31 août, où un enfant de 6 ans a été admis en soins à la pédiatrie de ce centre. Et la pédiatre a jugé la situation un peu critique parce que c'était l'anémie sévère. Et la pédiatre a référé le parent vers le CHR à Tapamé. Et ce qui nous étonne, à la sortie du centre, le parent que nous avons rencontré nous fait savoir qu'elle a été interceptée par un autre infirmier du même centre d'Akia qui le fait ramener dans le centre, mais cette fois-ci à la chirurgie. Et les premiers soins ont commencé. Après les premiers soins, l'enfant a été perfusé par une poche de sang. Nous tous, nous savons que les poches de sang, il y a la poche pédiatrique, c'est-à-dire la poche pour enfants, qui est à 3 500 francs, et par des prix un peu bizarres dans les autres hôpitaux, et la poche adulte est à 6 000 francs. Mais après la perfusion, l'infirmier dit aux parents que la poche de sang coûte 15 000 francs. Il était étonné, mais quand même, il a payé les 15 000 francs sans reçu. La deuxième poche de sang a été demandée, le parent paye également 15 000 francs, toujours sans reçu. Après 2 jours, puisque c'était le week-end, le lundi, la troisième poche de sang a été demandée. Et là, le parent, étant essoufflé, était obligé de faire recours à un de nos membres, puisque nous sommes une association structurée sur le plan national, nous avons nos antennes un peu partout. Et là, nous avons été saisis, nous lui avons dit d'aller au CHR à Tapamé pour s'informer sur le prix du sang. Mais nous avons pris les dispositions pour nous rassurer qu'il y avait la disponibilité du sang. Alors le parent nous dit que l'infirmier lui propose de lui acheter le sang depuis Sokolé. Nous lui avons dit de ne pas accepter d'aller au CHR à Tapamé. Au CHR à Tapamé, il rencontre curieusement le même infirmier qui lui demande qu'il devait lui acheter le sang à Sokolé. Et
finalement, le parent achète la poche du sang à 6 000 francs. Alors, Pour enfants. Pour enfants. Parce que on peut acheter la part adulte également. Il y a les âges qui peuvent rentrer en jeu. Nous sommes informés, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons émis une hypothèse d'achat de sang et de revente. Parce que si l'infirmier dit qu'il va acheter le sang à Sokodé, on le retrouve à Takbamé, pourquoi c'est l'infirmier qui doit aller acheter le sang? Nous nous sommes dit qu'il doit avoir un jeu parce que le prix du sang était trop élevé dans ce centre. Là, nous, notre association procède souvent par investigation pour comprendre les problèmes dans les centres de santé. Nous avons appelé l'infirmier pour comprendre ce qui faisait la différence du prix. À lui de nous dire que la première poche a été cédée ou bien livrée par son collègue. Donc, ça veut dire qu'ils sont deux. Alors, nous avons interrogé son collègue qui nous a fait savoir que les deux poches... Son collègue se trouve où? Dans le même centre. D'accord, à Dacha. À Dacha. Alors, son collègue nous dit que les deux poches du sang appartiennent à une femme qui aurait subi une opération dans le centre. Et donc, c'est les restes de ses poches. Et que la femme a acheté le sang à Lomé. Et donc, elle a calculé le déplacement. Et c'est ça qui fait 15 000 francs par poche. Et l'infirmier même était étonné en nous disant que bon, ça l'a surpris parce que c'est une poche pédiatrique. Mais pourquoi c'est à ce prix? Mais nous, dans les investigations, nous avons eu comme information que la pratique est courante. Ce n'était pas un fait isolé. Nous sommes allés plus loin, nous avons découvert quelqu'un également à l'Est Mono qui a acheté également une poche de sang là-bas à 15 000 francs. Là, nos investigations s'approfondissent et nous avons eu comme information ce trafic se fait par la complicité de la direction elle-même. Là, en réalité, nous avons l'habitude de nous approcher des premiers responsables des centres, mais comme ici, on nous parle de la direction, nous avons dit qu'il faut investiguer autour avant d'aller vers la directrice. Alors, une autre information nous parvient comme quoi l'aide laboratoire du centre, c'est elle qui serait chargée de conserver le sang avec une équipe de la direction. Et même dans son village, à AVT, elle aurait peut-être un lieu où elle stocke le sang. Là, vous savez, nous tous, nous sommes des humains. Quand on parle du sang, on sait que c'est un produit vital et très, très, très sensible. Là, nous avons tiqué, nous nous sommes dit, il faut commencer par cette piste pour nous rassurer qu'on garde le sang à domicile chez quelqu'un. Et dans quelles conditions? Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Parce que les conditions de conservation du sang, mais aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. Là, nous avons mené notre enquête autour d'elle, nous avons nos procédures, et contacté pour nous livrer le sang. Dans un premier temps, nous a fait savoir que celui qui vend le sang est à Lomé. Donc la personne achète le sang pour livrer aux nécessiteux. Et quand vous êtes dans une situation d'urgence, la poche du sang est livrée à 14 ou 15 000 francs. Mais nous lui demandons quel est le prix concrètement. Elle nous demande si nous sommes dans l'urgence d'emmener 15 000 francs. Bien, après 10 minutes, elle nous rappelle le téléphone pour nous donner rendez-vous d'aller chercher le sang. Là, nous avons compris que ça veut dire qu'elle avait les poches du sang à son niveau. Parce qu'elle avait parlé d'un autre jour, oui, d'une autre durée, mais là, vous donne 10 minutes. 10 minutes plus tard, elle nous rappelle. Alors qu'elle n'était pas de service, nous avons choisi un week-end pour mener notre enquête parce qu'elle n'est pas de garde. Donc, ça nous rassure qu'elle a le sang quelque part qu'elle a voulu nous livrer. Bon, je crois que les investigations continuent. Il y a des choses que nous dirons après ce que nous avons fait, quand elle nous a donné le rendez-vous. Nous avons compris qu'il y a véritablement un réseau de trafic du sang. Alors, nous sommes revenus vers les infirmiers pour chercher à voir la femme à qui appartiennent ces poches du sang. Parce qu'ils ont dit que c'est pour une dame. Et à l'infirmier de nous faire savoir que oui, bon, il a fait les transactions quand il a perçu les 30 000 francs, mais le numéro de la dame, il a perdu parce qu'il ne l'a pas enregistré. C'est un peu curieux, parce que vous ne pouvez pas être en communication avec quelqu'un qui vous laisse une marchandise, et à la fin, vous lui faites une transaction, vous allez nous dire que vous n'avez pas son numéro. Mais dans les investigations, l'infirmier insistait que nous devons contacter la directrice parce qu'ils sont sous ordre. C'est la directrice qui leur a demandé, quand l'enfant était référé au CHR, de ramener l'enfant à la chirurgie. C'est la directrice qui demande de perfuser le sang. Donc, ils sont sous ordre. Et les premières allégations sur la complicité avec la direction viennent maintenant confirmer les choses. Et après ces échanges, nous recevons directement un coup de fil de la directrice avec, je peux dire, une arrogance inouïe pour nous demander de se rendre au centre pour avoir des informations. Nous lui avons dit que nous avons notre méthode de travail. Nous devons la contacter parce que nous avons des informations. Nous avons pris le temps de lui expliquer.
en tant que responsable du centre, il y a des choses qui se passent dans votre centre qui peuvent vous échapper. Nous sommes une association de veille sanitaire. Nous viendrons à vous dès que nous aurons toutes les informations possibles. Elle nous a dit, on peut la contacter à tout moment, même à minuit, elle est disponible en Europe. Mais elle nous demande, est-ce que les infirmiers nous ont expliqué comment ça s'est passé? J'ai dit oui, on nous a expliqué, mais nous sommes un peu, ça dit perplexes. Nous voudrions rentrer en contact avec la dame pour voir et vérifier les informations. Elle nous dit, oui, d'aller chercher les contacts chez les infirmiers et puis on va revenir à elle. Bien, puisque les infirmiers ont refusé, nous l'avons contactée pour un rendez-vous, mais nous avons été surpris que l'infirmière, la directrice, commence par se lâcher. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une question du sang. Elle n'est même pas étonnée du fait qu'on vende du sang de façon illégale. Mais pour elle, on ne devait pas avoir son contact sans consentement. Et ce qui nous a surpris. Bon, c'est elle qui vous avait contacté. C'est elle qui nous avait appelé. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est après que j'ai vérifié. Le numéro qu'elle a utilisé pour nous appeler, donc c'était le numéro du service. Sans que moi je ne sache. Mais nous avions son numéro parce que nous avons les numéros des responsables de santé. Donc dans les échanges, ça nous a surpris qu'elle se lâche et qu'elle soit focalisée sur la question du contact, qu'on pouvait avoir tous les numéros des personnalités, même le ministre, mais pas son numéro. Là, nous avons compris que l'hypothèse qui était émise sur la complicité de la direction vient d'être vérifiée. Nous avons dit, bon, en réalité, nos investigations, après, on rencontre le responsable du centre. Donc, ça veut dire que nous sommes obligés d'aller à l'hiérarchie, saisir le ministre de la Santé pour lui demander de mener ses enquêtes et de démanteler ces réseaux et sanctionner parce que le code de la santé n'admet pas cela. Voilà pourquoi nous avons saisi le ministre depuis le 3 octobre dernier. Le ministre a réagi. Oui, par rapport à réagir, certainement, on va en parler, surtout revenir sur les prix, concrètement. Comment est-ce que vous avez accueilli surtout la réaction directe et immédiate du ministre? Forcément la joie. Oui, c'était une satisfaction totale. Je peux vous dire que pendant toute notre investigation, nous avons appelé des infirmiers des centres différents pour vérifier les prix. Aucun infirmier, ça je vous l'ai dit, n'a eu le courage de nous dire on vend le sang à tel prix. La première fois qu'il sort de ce genre, ça dépend. Oui, mais en réalité, il y a déjà des prix fixés. Il y a des prix fixés, nous le connaissons, mais nous voulons vérifier, voir, est-ce que dans vos centres, parce que d'abord, la victime, aujourd'hui, nous a fait savoir que dans certains centres, elle achète le sang à 9 000, à 12 000, elle nous a donné des prix différents. Qui varient. Qui varient. Donc, nous avons voulu vérifier, voir, est-ce que dans les centres, ces prix varient. Moi-même qui vous parle, moi j'ai été victime, ça fait aujourd'hui plus de 12 ans. On m'a vendu deux poches de sang au double du prix parce que j'étais dans la situation. Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est lié aux antécédents, tout ce que nous avons vécu. Donc, les infirmiers vous disent ça dépend. Ça dépend de quoi? On vous dira que si celui qui vend, celui qui avait acheté, il veut revendre parce qu'il n'a plus utilisé. Mais on ne vous dira pas exactement que dans notre centre, ou bien de façon unanime, voilà le prix du sang. Donc, le ministre fait bien aujourd'hui de fixer les citoyens sur le prix du sang. Et chacun aujourd'hui sait que la poche adulte, ça fait 6 000. La poche pédiatrique, ça fait 3 500. Il n'y a plus de spéculation. Personne ne peut aujourd'hui dire que oui, parce que j'ai acheté le sang, je dois le revendre à tel prix. Ce n'est pas possible parce que le sang ne se vend pas. Le sang ne se vend pas. Et le code, quand vous prenez l'article 552, ça dit clairement qu'on ne peut pas vendre le prix pour avoir le sang, pour avoir un bénéfice. Parce que le prix qu'on nous vend, c'est les analyses, tout ce que l'État fait pour mettre à la disposition de la population le sang. Parce que c'est un produit vital, le premier élément qui nous donne la vie. Donc, on ne saurait dire que j'ai acheté le sang, je calcule mon déplacement. C'est un système de vol bien planifié. Très bien. Vous faites une dénonciation, vous avez saisi le ministre dans ce sens-là avec une lettre que vous venez de rappeler en date du 3 octobre dernier. Le ministre a réagi immédiatement en revenant un peu sur les prix exacts. Et concrètement, parce que lors de votre développement tout à l'heure, vous parlez d'hypothèses, vous parlez d'investigation également. Autrement dit, vous avez aujourd'hui des preuves palpables avec lesquelles vous pouvez quand même démontrer tout ce que vous venez d'avancer. Bon, lorsque vous avez saisi le ministre, jusqu'alors, à part la réaction immédiate en termes de prix, est-ce que le ministre vous a quand même invité pour faire valoir ces preuves-là? Sinon, pourquoi? Alors, la première question, c'est vrai, nous avons mis même dans notre lettre adressée au ministre que nous sommes disposés
a fourni tous les éléments de preuve pour faire jaillir la lumière sur cette affaire, afin que ce comportement cesse dans nos hôpitaux. Ça veut dire que nous avons des preuves de toute notre investigation. Même l'aide de laboratoire que nous avons contactée pour avoir le sang, à un moment donné, elle a coupé son contact. Parce qu'elle a su qu'il y avait quelque chose qui tourne autour d'elle. Ce qu'il y avait également dans le sang de nos investigations, ça veut dire que l'information est allée plus loin. Ce que nous avons contacté, je parle de l'ES-Mono, tout ça, nous avons toutes ces preuves. Donc, nous avons des témoins aujourd'hui qui peuvent dire que j'ai acheté le sang, même sur la route chez un infirmier. Donc, nous avons des preuves et nous nous attendons que le ministre, s'il doute ou bien si les investigations, les enquêtes sont chopées quelque part, qu'on nous saisisse, qu'on nous appelle, nous allons aller donner les preuves. Jusqu'alors, il faut répondre à la deuxième question que le ministre ne nous a pas invité, il ne nous a pas contacté, mais nous continuons par croire parce que nous savons comment l'administration fonctionne, et surtout quand il s'agit d'un ministère. Parce que nous aussi, nous avons des informations aujourd'hui, au-delà de la sortie officielle du ministre par un communiqué, il y a les enquêtes qui se mènent autour des agents mis en cause. Donc, ça nous rassure que le travail continue. Voilà, le travail continue. Nous parlons de trafic de sang à l'hôpital Saint-Joseph de Datia. Nous sommes dans la région des Plateaux. Il y a des investigations autour de ce sujet. Ce n'est pas moi qui ai fait ces investigations-là, mais plutôt l'association OPS, Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Nous avons le président qui nous en parle, bien sûr, nous a détaillé tous les faits de ce sujet-là, de ce phénomène. Il parle entre griffes, je le reprends, de vol, de trafic de sang, mais aussi de vol. Il a, à travers son association, saisi bien sûr le ministre qui a immédiatement réagi via un communiqué aussi sur surtout le plafond des prix de ces poches de sang. Sauf qu'ils ne sont pas encore reçus par le ministre. En tout cas, c'est un souhait pour présenter les preuves avancées à travers les investigations. Justement, il ne s'agit pas que seulement de votre lettre à l'endroit du ministre, mais vous avez fait également sorti un autre communiqué, c'est en date du 16 octobre dernier. Et via ce communiqué, vous invitez le ministre à aller en termes de rigueur, à appliquer dans toute sa rigueur la loi en lien avec le code de la santé. Concrètement, que dit cette loi-là? Merci vraiment pour cette question, parce que vous savez, le problème du secteur de la santé, c'est également le même problème qu'on retrouve dans tous les secteurs. Mais un secteur qui nous donne la vie, il y a un certain nombre de comportements qu'on ne devrait pas se permettre. La corruption telle que nous l'avons dénoncée, les conséquences immédiates, c'est que ça empêche aux pauvres d'avoir accès aux soins. Vous imaginez si le monsieur à qui on a demandé 15 000 francs avait acheté les 3 poches de sang à 45 000 francs. Ce n'est pas que le sang seulement, mais il y a des produits. S'il ne tenait que les 45 000 francs, et après on prescrit les produits, il ne peut pas acheter, ce que son enfant va mourir. Donc c'est pour comprendre le rôle que nous jouons, la veille sanitaire. Et c'est pourquoi le Code de la santé a prévu des sanctions lorsque vous outrepassez les règles éthiques de la déontologie ou de la fonction. Quand vous prenez l'article 551 du Code de la santé, c'est clair que le trafic du sang et des produits dérivés du sang est interdit. C'est formel. Et quand vous avez la loi, parce que vous avez la sanction pour les agents indélicats qui ne respecteraient pas cette loi. Donc vous voudrez que ces agents soient sanctionnés, Tchoukou? Mais ça, c'est inévitable. Parce qu'on ne peut pas continuer d'impunité en impunité. J'ai dit le secteur de la santé est un secteur. On peut avoir tous les maux dans les secteurs, mais pas dans la santé. Parce que la vie, c'est une affaire de secondes. Et quand on blague avec une vie, on ne peut plus la récupérer. Quand vous amenez votre engin chez un réparateur, une moto par exemple, un vélo, un véhicule, et que celui qui est censé le mécanicien, qui crée un dommage à votre engin, vous revendiquez. Alors que vous avez les moyens de racheter cet engin. Mais prenez la vie humaine, qu'on ne peut plus racheter. Pour une petite erreur, on perd la vie, et c'est fini éternellement. Vous avez un enfant sur qui vous avez compté, peut-être qui a fait des études, vous l'amenez à l'hôpital, et par un geste, un comportement indigne, de corruption, de vol, d'abus, vous perdez la vie de votre personne, mais ça fait très mal. Donc, je continue pour dire, après l'article 551 qui interdit le trafic du sang, il y a l'article 552 qui vient même expliquer que la transfusion sanguine se fait
dans des conditions. Et le code précise que c'est dans l'intérêt du receveur. Et donc, c'est avec des principes aussi éthiques, puisque le don du sang est volontaire. Et le code là précise que cela se fait dans l'absence d'intérêt et de profit. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes un agent de santé, vous allez transfuser le sang et penser au profit, à l'intérêt. Et là, l'article 560 vient maintenant donner les sanctions. L'article 560 est clair, est puni d'une amende de 500 000 francs à 5 millions de francs CFA et d'une peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement ou de l'une de ces peines. Donc, ça veut dire que nous n'inventons rien. Le législateur a tout fait pour nous. Et aujourd'hui, il faut qu'on mène les enquêtes. Et si les enquêtes sont avérées, mais il n'y a plus autre chose à appliquer que la loi. Mais il n'y a pas autre chose à appliquer que la loi. Et ce n'est pas nous qui demandons de le faire, mais la loi le dit clairement. Il appartient au juge de décider si le fait est mineur. On reste dans la marge de 6 mois à 3 ans, ou de 500 000 à 5 millions. Mais il faut véritablement qu'on arrête de céder les sentiments, parce que les gens le font, parce qu'on compte sur X ou Y. Oui. Cher Bouzou, vous savez très bien aussi qu'il y a la loi dans d'autres secteurs, mais avant quand même de l'appliquer, parfois on parle de sensibilisation pour quand même amener voilà, celui-là qui a quand même peut-être l'acte de se repentir, pourquoi c'est-à-dire ne pas répéter cet acte-là. Bon, vous êtes ferme sur cette loi-là, l'applicabilité de cette loi directement, sans passer par autre chemin. N'est-ce pas aller trop fort à l'endroit quand même de ces agents-là? D'accord, les faits sont là, tels que vous les avez décrits, mais pourquoi ne pas aussi ouvrir peut-être une petite brèche en termes de sensibilisation avant quand même d'aller fermement? Oui, bon, peut-être qu'on n'a pas parlé des actions de l'OPS ici sur cette antenne, peut-être, mais il faut reconnaître que la sensibilisation dans la santé se fait tous les jours. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Les dénonciations n'ont pas commencé aujourd'hui. Lorsque nous avons créé notre association en 2021, au cours de la conférence de presse, nous avons été clairs. Notre première mission, c'est de réévaluer le système de santé sur les mauvaises pratiques et de réveiller ce que nous appelons la responsabilité médicale. Elle se fait ailleurs, mais peut-être dans les pays africains comme le nôtre, ça ne se fait pas. La responsabilité médicale, c'est un acte qui permet de réévaluer les moyens dont dispose le personnel de santé pour administrer les soins à quelqu'un et qui lui permet de dédommager la personne si elle est victime dans le contrat de travail. C'est-à-dire, si par négligence, par faute médicale, par mauvaise, c'est-à-dire que analyse, mauvais diagnostic, vous faites perdre la vie à quelqu'un ou vous lui faites contracter une autre maladie, mais vous êtes obligé de le dédommager. Et le code pénal le dit clairement. Le code de la santé également le dit en son article 595. Le personnel de la santé le sait. Très bien. Et je vais dire que ce n'est pas parce que nous sommes trop durs, mais parce que je dis, on ne va pas continuer par blaguer. Vous savez, on a eu un cas en 2023. On va en parler tout à l'heure, si vous le permettez. Donc, il y a des cas toujours qui reviennent, mais permettez qu'on puisse appliquer la loi. Directement. Pour que les candidats, futurs candidats, toujours à ce phénomène. D'accord, on vous a compris. Nicolas Bouzou, président de l'association OPS Afrique. On va marquer juste une petite pause. Le temps de vous permettre de souffler, nous aussi de souffler un peu. Et on revient pour terminer surtout avec ce sujet de trafic de sang dans les centres hospitaliers au Togo. La petite pause, on revient. Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition: normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé,
La foire de toutes les opportunités. Sous le haut patronage de son Excellence M. Faurice Ozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officiel, couplé d'expositions vente de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Retour en studio, vous êtes bien sûr sur Direct 7 dans cette émission, ça discute, un numéro qui est consacré bien sûr aux hôpitaux ici au Togo. Nous sommes dans la région des plateaux, précisément à Dacha. Un hôpital dénommé Saint-Joseph, un hôpital qui fait objet de dénonciation bien sûr par rapport au trafic de sang. On en a parlé avec le président en charge bien sûr des investigations concernant bien sûr ce phénomène. Ricardo Agouzou, le président de OPS, Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, est avec moi pour en parler. Justement, nous étions sur un développement, notamment sur vous, votre association, parce que vous êtes ferme dans l'application, bien sûr, des lois à l'endroit des agents qui seraient peut-être écartés de leur chemin dans leur profession. Vous avez fait mention de 2023 tout à l'heure, et justement, ça a été le cas. En septembre 2023, plus précisément, lorsque vous avez fait également une dénonciation sur le sérum anti-venimeux, et ça a coûté quand même la vie à certaines personnes. Bon, apparemment, vous êtes ferme, vous êtes dur, et c'est comme si vous vous comportez comme un gendarme derrière le personnel soignant. Bon, les gens peuvent le penser, mais nous ne sommes pas des gendarmes. Nous amenons les gens à faire le boulot pour lequel ils sont recrutés. Et à respecter la déontologie, l'éthique de la profession. Ils le savent, ils sont formés pour ça. Donc nous ne sommes pas des gendarmes, mais nous sommes des bénéficiaires de soins. C'est sur nous qu'on fait des opérations. C'est sur nous qu'on administre des soins. Et donc, nous avons notre droit. Et les gens ne peuvent pas se permettre de faire de nous ce qu'ils veulent. Vous voyez, ce que nous avons fait comme travail aussi à Sugara en 2023, que des agents se permettent d'aller prendre un sérum quelque part, dont ils ignorent l'origine, la teneur, la contenance, et qui viennent administrer à un enfant. Et ils prennent de l'argent, plus de 180 000 francs, et l'enfant va en coma. Mais il a suffi du vrai produit qui a été acheté à 14 000 francs pour que l'enfant revienne en vie. Ça veut dire qu'ils étaient en train de tuer l'enfant. Mais les gens ne peuvent pas prêter serment pour sauver la vie humaine et devenir eux-mêmes ceux qui contribuent à faire perdre les vies. Aujourd'hui, quand vous prenez des paysans, ils s'efforcent, après d'avoir mangé, de trouver quelque chose pour soigner son enfant et peut-être sa famille lui-même. Mais que ce paysan arrive à l'hôpital et toi, le personnel, à la fin du mois, tu as ton salaire. Il y a des gens qui n'ont pas un salaire de 150 000. Il y a des gens qui font plus de 2 mois qui n'ont pas 200 000. Mais en une heure, vous escroquez un paysan, vous prenez celui de 100 000. Alors que vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas ces 200 000. Mais ce paysan prend l'argent là où? Mais vous comprenez que si on ne sévit pas, si on est, ça dit qu'on ignore nos droits, on ne les réclame pas, mais les gens vont faire de nous ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux pas aller extrapoler, mais il faut reconnaître que les gens veulent exagérer. Nous n'avons même pas droit à la parole. Quand vous arrivez à l'hôpital, on fait de vous ce qu'on veut. On crie sur vous. Alors vous avez le droit. Vous savez, notre code de la santé dit que nous avons le droit de choisir celui qui doit nous soigner. Est-ce que vous avez ce droit aujourd'hui dans notre Faites mention à l'accueil et bien. Oui, mais je parle de l'accueil. Où vous arrivez, vous voyez une femme en train d'accoucher, mais on crie sur elle, vous-même vous sursautez. Nous avons, autour de nos tournées, rencontré des femmes nous dire qu'elles reçoivent des gifles dans la salle d'accouchement. Des comportements comme ça, vous pensez que nous, en tant qu'association de défense des droits des patients ou en tant que bénéficiaire des soins, on va se taire? On ne va pas se taire. Donc le travail que nous faisons, c'est le travail de tous. D'ailleurs, cette histoire du sang, un infirmier est victime, son parent
à payer la poche du sang. Toujours au même prix. Pas au prix. D'accord. Pas au prix du sang. Donc ça veut dire que le travail que nous faisons, ce n'est pas pour nous, nous le faisons pour nous tous. Vous êtes infirmier ou bien médecin, vous vous retrouvez dans un village et vous tombez malade, vous êtes dans les mains de quelqu'un. Nous avons reçu une plainte d'une famille qui a perdu une accoucheuse et qui a estimé que c'est la faute au médecin. Mais sauf que la famille n'a pas été courageuse, ils ont retiré la plainte. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, c'est pas, s'ils pensent que nous sommes des gendarmes, non, mais nous faisons le travail pour nous tous. Donc il faut que les gens reviennent à la norme pour respecter la déontologie du métier. C'est ce que nous nous demandons. Très bien. Aujourd'hui, on va dire Dieu merci, le ministre a réagi par rapport à vos sujets. Si peut-être, pas mégade, ce n'était pas le cas, quels peuvent être peut-être aussi vos différents moyens, peut-être pour aboutir à vos objectifs? Non, les moyens, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parler. Oui, parler, dénoncer. Continuer par dénoncer. Il y a des lobbies. Mais nous avons choisi, le premier moyen, c'est de faire la dénonciation. Parce que le plus faible, quand on te tape, tu ne peux rien faire, c'est de crier. Nous avons compris que le secteur est tellement, vous m'excusez le mot, entre grippes, en termes de pratique, que nous sommes obligés de crier. Et c'est pourquoi dans tous nos communiqués, nous finissons par appeler aux gens à dénoncer. Mais c'est des êtres humains. Tout être humain, quand on le dénonce, il est obligé de revenir à la norme. Donc nous allons continuer par ces pressions, avec des émissions, avec des lobbies. Nous rencontrons des gens, nous rencontrons des autorités, nous rencontrons des partenaires, nous leur disons ce que nous faisons, ce que nous voulons que l'État ou bien les autorités fassent. Et puis eux aussi, ils ont les comptes rendus. Il y a même des organisations internationales qui ont saisi même le ministre dans ce cas. Ça veut dire que c'est aussi des pressions pour amener le ministre à savoir qu'il faut agir, surtout qu'il est nouveau, mais il doit démontrer au peuple qu'il est venu pour assainir le secteur de la santé. Très bien. Ah oui, c'est une mission. Vos mots de fin, pour terminer, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie pour cette émission. C'est une émission citoyenne qui permet aux gens désormais de savoir les prix de sang, pour ne plus être trichés, et de savoir exactement que nous existons, de savoir qu'ils ont leurs droits, que tout patient victime dans un centre de santé, qu'il soit public ou privé, mais qu'il nous saisisse ou qu'il dénonce pour que ces mauvaises pratiques cessent définitivement dans notre pays et surtout en Afrique, parce que nous œuvrons sur toute l'Afrique. Que Dieu bénisse le Togo. Amen. Et merci à toi, Ricardo Agouzo, président bien sûr de l'association OPS, Observatoire pour la promotion pour la santé en Afrique. Il nous a parlé bien sûr de ce sujet, trafic de sang à l'hôpital Saint-Joseph de Dacha dans la région des Plateaux. Fin bien sûr de cette émission, ça discute. L'autre numéro, c'est dans quelques semaines. Merci de nous avoir suivis. On dit merci également à ceux qui m'ont permis, vous ont permis quand même de me suivre 5 sur 5. Je parle de Prisca, je parle aussi du maestro du jour, Emmanuel, bien sûr, à la réalisation. Bonne suite de nos programmes, disons. À très bientôt.